Bonsoir à tous, bienvenue à notre compagnie pour un nouveau numéro de Parlons Carcassonne 13 en direct du siège du club. Carcassonne 13 poursuit donc son sans faute en Super 13 puisque l'équipe a enregistré une 8e victoire consécutive, 56-14, à la faveur de la réception de Toulouse le 1er décembre dernier. Pour revenir sur cette rencontre et aborder la réception d'Albi samedi à Domecq, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Philippe Allot, le président de Los Furioses, le club des supporters locaux, et Daniel Martinez, le président de l'académie sportive, avec lesquels nous allons évoquer l'organisation de la journée de samedi. Une journée qui s'annonce riche en surprises et en émotions, à l'occasion de la revanche de la dernière finale du championnat de France entre Carcassonne 13 et Albi. Vient donc ensuite nous rejoindre Rémi Inard, le gérant de la société Inarbois, qui sera partenaire du match Carcassonne-Albi ce samedi donc. À ses côtés, Lucas Albert, le régulateur de Carcassonne 13, qui apporte à son équipe toute son expérience et son talent. Philippe, en début de saison, avec votre ami Jean Planel, vous avez donc décidé de doter Carcassonne 13 d'un club de supporters à la hauteur de la riche histoire de ce club, donc, Los Furioses. Donc, est-ce que vous pouvez nous dresser un premier bilan de votre action depuis votre entrée en matière? Eh bien, bonsoir. Oui, ça fait maintenant quelques mois là, qu'on est sur le terrain, qu'on s'occupe bien. Ça avance quand même à bon rythme, on est content. Combien d'adhésions à ce jour? On est presque à 80 adhésions là, je pense. C'est en train de gonfler. Il y a un engouement certain. Il y a un engouement certain. Et pour le match d'Albi, on devrait rentrer une vingtaine de plus. Ouais, facile. Non, on est content. Il y a un bel engouement qui nous suit. Donc pour nous, c'est très motivant. Donc on continue. Ouais. Quelles sont les conditions d'adhésion Conditions toujours les mêmes. Nous contacter soit au terrain, soit hors terrain, en centre-ville, ou notamment là pour le mois de décembre, où on est sur les chalets de la place Carnot. Donc il y a moyen de nous rencontrer là. Et l'adhésion, c'est toujours donc 40 € à l'intention des Furioses, 60 € pour le club de Carcassonne 13, qui donne droit à l'entrée au stade toute la saison, ainsi que le kit de supporters. Donc. Alors, donc, si vous voulez, maintenant, nous allons évoquer le déroulé de cette fameuse journée de samedi, donc, dans laquelle vous êtes vraiment partie prenante. À quelle heure votre réveil va sonner samedi matin? Au samedi, il devrait sonner aux aurores, comme la semaine, mais bon, c'est pour la bonne cause. À partir de quelle heure vous allez vous mettre vraiment en place, venir à Domecq? Enfin, je pense qu'il y a des préparatifs déjà qui se feront dans l'avant-match et dans l'avant-journée aussi. Hein. Oui, bien sûr, mais après, nous, il faudra qu'on soit, je pense, vers 8h30, 9h sur Domecq, pour commencer à installer un peu avec les différents restaurateurs et amis qui viennent donc proposer de quoi se restaurer sur toute la journée. Et en parlant de restaurer, rassurez-moi, vous ne partirez pas quand même, Los Furioses ne vont pas partir au boulot avec le ventre vide. Non, on part jamais à jeun. Un petit déjeuner copieux. On part jamais à jeun, ouais. Il y a toujours la charcuterie qui traîne avec du vin rouge, oui. Ensuite, donc, une fois arrivé à Domecq, mise en place. Ça consiste en quoi, donc, pour vous, le club des supporters là? Pour nous, déjà, ça va commencer par mettre en place la loge, donc, la décorer avec nos effigies, nos armoiries, donc, le jaune et le noir. Et ensuite, il va falloir qu'on descende donc, aux abords de la buvette pour filer un coup de main donc, un peu à tout le monde. Comme on a dit qu'on faisait, il y aura un petit village gourmand en fait, sur la journée, donc plusieurs stands donc, avec différentes nourritures, un peu sur la droite et sur la gauche, là, aux alentours de la buvette. Quelques manches debout, on va prévoir pour être prêt pour accueillir tout le monde. Quoi. Donc, l'entrée au stade pourra s'effectuer à partir de 11h30 et l'entrée sera gratuite jusqu'à 13h. C'est ça, oui, voilà. Dans quel but? C'est le but d'ouvrir un peu les portes à ceux qui veulent venir un peu avant, faire l'apéro, avant les matchs des juniors qui est à 13h30, 14h, il me semble. 14h, oui, et donc c'est pour venir manger donc, et faire l'apéro tous ensemble. Le but, c'est de partager un moment de convivialité albigeois et carcassonnais et de partager ensemble, de déjeuner. Et de faire rester le plus de monde voilà, c'est pour ça. site. Ouais. Je sais qu'il y aura un DJ avant match, donc déjà on peut l'annoncer, donc, qui mettra l'ambiance. Donc ça sera une ambiance festive tout au long de la journée. Dans le détail de ce que vous allez proposer comme produit? Alors comme produit, on va avoir la charcuterie donc, de Fonfon, Caravaca, qui sera là avec ses jambons ibéricaux. On a les escargots du Labyrinthe avec Jean-Claude Mazerme. On a Pinza, Flamme-Cuche et Grillade qui seront là proposés par le restaurant L'Entracte de Carcassonne. Les Furieuses, on va animer un stand d'huîtres parce que c'est quand même la saison et tout le monde mange des huîtres aussi. Et il y aura également un stand de burgers. Les Joyeux Canaries prépareront un stand avec du rogaille saucisse. Un plat de saison. Plat de saison, exactement.
Et il y a la gaufrerie chez Maryse qui nous proposera des crêpes. Donc après, tout pour ce qui est buvette, vin chaud, première bulle, vin, café, bière, il y aura... Voilà, par contre, les boissons, c'est tout à la buvette, il n'y a pas de producteur sur le site. Exactement, ouais. Les boissons sont centralisées à la buvette. Voilà, il y aura des trucs du producteur, mais dans la buvette, c'est bien ça. C'est ça. Bon, donc j'imagine que pour Christophe Boréo et ses amis de la buvette, ça va être aussi une sacrée journée, je crois. Oui, ça va être une sacrée journée, mais bon, il est prêt. Hein. C'est un pro, comme on dit, et donc il attend ça. Combien de personnes, lui, il a mobilisé là, pour le service? Ah, ça, c'est secret, vous le verrez le jour même. Ah, d'accord. On ne peut pas tout dévoiler avant. Bon, après le match, il y aura donc un après-match aussi, puisque vous souhaitez prolonger il y aura la soirée. Il y aura un après-match, oui. Donc, déjà, il y aura un peu la fanfare dans les tribunes pendant le match. Hein. Donc, il y aura grosse ambiance tout au long du match. Et après-match également, donc DJ, et on continue, hein, on prend les mêmes et on continue pour l'apéro d'après-match et soirée, quoi. Bon, donc il y aura un service de restauration prévu jusqu'à 19h. Également, ouais, ça débordera. Ça peut prolonger, voilà. Ça peut déborder, ouais. Admettons qu'il y ait une victoire, bon, on ne sait jamais, quoi. On ne sait jamais, ouais. Hein? On l'espère. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on espère. On vous souhaite une pleine réussite pour cette journée, parce que c'est vrai qu'il y a une prise de risque quand même par rapport au temps, par rapport aux engagements financiers également. Mais il n'y a pas de raison, vous êtes des pros, il n'y a pas de raison que ça passe. Ça va le faire. En parlant de pros, à vos côtés, nous avons un pro de la formation avec notre ami Daniel Martinez, qui est le président de l'Académie. L'Académie qui s'est associée de près à cette journée également. Par quel biais vous allez participer? Je crois qu'il y a plusieurs matchs qui se déroulent à Benoît, puisque voilà. Les Albigeois arrivent en force aussi dans les catégories de jeunes. Voilà. Donc nous, on a prévu le championnat qui se fait à Benos. On reçoit Albi en U15, U17. Et Albi nous a proposé, pour les U13, de venir avec un minibus. Et il y aura donc les U13 qui vont faire un petit tournoi, mais en dehors du championnat U15 et U17 à Benos. Donc tout ce petit monde, à l'issue du match, va se retrouver ici à Domecq. Voilà. En préambule, on va revenir peut-être un peu sur votre début de saison de l'Académie. Hein. Tout à fait. Savoir si les choses se passent comme vous l'espériez. Au niveau des effectifs notamment? Eh bien, au niveau des effectifs, ça se passe bien parce qu'on a des U7, on a 15 enfants, U9, 26, je lis les U11, 23, les U13, 23 aussi, les U15, 24 et les U17, 32. C'est en progression, tout ça par rapport à... Chaque année, on progresse et puis on a de plus en plus de personnes, de gamins qui viennent en cours de saison, qui viennent jouer au rugby à 13, voilà. Soit à 15, soit à 17. La catégorie école de rugby, c'est déjà fait, quoi. Voilà. Les inscriptions sont déjà faites. Au niveau d'encadrement, là, tous les postes sont pourvus aussi? Tous les postes sont pourvus. On a, pour vous situer un peu en U17, on a retrouvé Gérald Barthélemy qui a entraîné les juniors l'année dernière, qui est là. Et on tient à le signaler parce que c'est très important. Le vendredi, à Benos, les juniors viennent s'entraîner. Et avec les U17, plutôt que de faire un entraînement classique, ils font des oppositions avec les juniors. Ça permet à nos U17 de s'aguerrir, de commencer à toucher un peu du doigt ce que c'est que le haut niveau, entre guillemets. Voilà. De voir ce qui les attend. Voilà, ce qui les attend pour l'avenir. Sportivement, bon, bien que sportivement, ce n'est pas l'intérêt principal chez les jeunes, mais quand même les résultats sont au rendez-vous. Oui, pour les petits, les tournois, on finit pas les premiers, mais on finit toujours deuxième, troisième. Ça, c'est pour l'école de rugby. Pour les U15 en championnat, on a eu des difficultés à démarrer la saison, parce qu'on a beaucoup de première année U15 qui arrivent de U13, et l'osmose a eu du mal à prendre. Un peu la mayonnaise a eu du mal à prendre, mais là, c'est bon. Avec Fred Perrault qui les entraîne, c'est bien parti. C'est du sérieux. Voilà, c'est du sérieux et ça gamberge bien et ça roule bien. Voilà. Après les U17, on a une poule qui est relativement facile en championnat, donc, mais on a un très très bel effectif en U17. Je souhaite qu'on aille loin cette année. J'imagine qu'à l'issue des 3 rencontres que vous avez présentées tout à l'heure, là, tous ces jeunes vont se rendre à Domecq pour supporter respectivement leur équipe, puisqu'il y aura les Albigeois et les Carcassonnais. Mais ça va donner un coup de boost peut-être aux Furios. Aux Furios, oui. C'est prévu parce que je suis en relation avec Madame Sablerolles, qui est la secrétaire générale de Albi. Et si vous voulez, à l'issue des rencontres, on va tous venir à Domecq. Tous.
On arrête nous à Benos, on ferme tout et on vient là. Donc je crois qu'il y a 2 bus de l'école de rugby de U15 et U17. Donc j'ai vu ça avec Philippe aussi pour les faire garer un peu à leur emplacement qui sont prévus derrière le stade. Mais je pense qu'on va être là. Albi est d'accord aussi, ils repartiront pas, ils viennent revoir les juniors et l'équipe 1. Et là, je pense que ça fera un peu de monde. Ça devrait le faire. Oui. Ça devrait le faire, oui, voilà. Et puis, c'est une journée 13, hein, donc on est obligé d'être là. Hein. Exactement. Voilà. La et on a solidarité. des petits qui vont aussi faire l'entrée avec les joueurs. Donc Ouais. ça, c'est... Et la bourriche, on fera la bourriche aussi. Ouais. Voilà. Donc non, mais ça va être une journée merveilleuse. Vous avez évoqué tout à l'heure les U19 là, qui venaient s'entraîner avec les U17. Donc, je pense qu'il faut saluer aussi leur très joli parcours, puisqu'ils ont également disposé des représentants de la Ville Rose sur le score 32 à 24, sachant que tout c'est quand même un gros morceau. C'est une belle performance pour ces jeunes, qui se trouvent actuellement en 3e position au classement. Donc c'est quand même des performances qui doivent ravir le passionné de formation que vous êtes. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de U19 qui sont passés par l'académie. Et on les avait l'année dernière donc à U17, on les a eu à U15, à U17. Et là, cette année, enfin, ils se rendent compte quand même qu'il y a une marche à gravir. Hein. Ils s'en rendent compte. Voilà. Chez vous, Philippe, ça marche la formation aussi? Pardon? Ça marche chez vous aussi la formation Oui, pour les marche. supporters, oui. Ça marche la formation, ouais. Vous leur faites un stage accéléré, On fait des stages à partir de 18h le soir. sans limite d'heure, hein, c'est Voilà, ça, c'est ça. d'accord. Pour l'académie, quelles sont les dates importantes dans l'avenir là? Il n'y a pas quelques tournois qui se préparent? Alors, on a le Grégoire, on est en train de le préparer. Là, La date, vous pouvez nous rappeler? le 23 mars. Le dimanche 23 mars. Il fera beau en plus. Et j'espère. Et il y aura du monde. Mais bon, comme chaque année, on va le préparer. Et on a plusieurs équipes qui, cette année, nous ont tapé à la porte pour venir jouer cette journée à Carcassonne, pour le Grégoire. Ce qu'on aimerait, c'est, bon, on en parle toujours, mais c'est assez difficile de trouver des locaux, parce qu'il y en a qui, d'un peu plus loin qui voudraient venir passer au moins 2 ou 3 jours. Donc on est en train de réfléchir à l'académie pour voir si éventuellement on ne pourrait pas, avec la mairie, les faire revenir le vendredi, les faire dormir ici, aller visiter la cité. Il y a quand même un patrimoine chez nous. Donc les garder ici et le dimanche faire le tournoi. Voilà, on est en train de le préparer, mais c'est dur de faire bouger un peu les instances locales, dirons-nous. C'est pas évident, mais on y arrivera. Puisque nous allons arriver à la période des vœux, là, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'Académie sportive carcassonnaise de 13? Ben, comme son président, comme elle se porte bien, ben, qu'elle continue à se porter bien et que l'année 2025 soit une année pour les U15 et U17 qu'on puisse ramener un trophée. On ne demande pas, mais au moins un trophée, soit la coupe, soit le championnat. Voilà. Vous, Philippe, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre association déjà? Ah ben nous, il faut nous souhaiter qu'on ait les jours heureux encore, que la population continue à se rallier à nos côtés, qu'on soit à Domecq et autour des stades pour continuer à encourager et Carcassonne et le 13 en général. Et à titre personnel, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? À part un peu de pluie au printemps? À part un peu de pluie au printemps, avec les prochaines vendanges soient bonnes, mais bon, on a le temps d'ici là, que le vin se vende surtout. Voilà. Vous trouverez toujours des preneurs pour le consommer, ne vous inquiétez pas. Eh bien écoutez messieurs, merci de nous avoir présenté en détail cette journée. Merci beaucoup. On vous souhaite une pleine réussite à vos 2 associations. Je tenais à remercier mon camarade parce que nous avons fêté le Père Noël de l'académie ce dimanche à Domecq, la structure. Et monsieur nous a fourni le vin. Donc c'est quand même, il faut le remarquer quand même, il faut le souligner. Il nous a offert le vin. Et c'est une journée qui s'est passée magnifiquement bien. Voilà. Ah mais je comprends, avec le vin de Philippe, comment ça ne se passerait pas bien? Voilà. Eh bien écoutez messieurs, si vous voulez laisser la place à vos successeurs. Merci, donc. merci Pierre, merci. Donc nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Rémi Hinard et Lucas Albert. Donc. Bonsoir messieurs. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc première question pour vous Rémi. Vous êtes donc co-gérant de la société Hinard Bois. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter votre entreprise? Vous l'avez déjà fait, mais antérieurement et depuis, je sais qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Effectivement, il y a eu quelques évolutions. Bonsoir à tous. Hinard Bois, c'est une entreprise qui est
dont nous représentons la 4e génération avec mon frère. Un demi-siècle d'existence, l'an prochain. Alors je la crois. scierie va fêter ses 50 ans l'année prochaine et nous sommes la 4e génération dans le travail du bois. Et pas une ride. Ouais, ben, c'est ce que les gens disent, effectivement, merci. L'entreprise elle a évolué comme beaucoup d'entreprises, effectivement. Nous avons créé l'année dernière ce qu'on appelle un véritable magasin d'usine et nous nous sommes adossés à une enseigne qui s'appelle Gédibois, Gédimat. Pourquoi ce choix? C'est pour gagner du temps, avoir de l'appui de vrais spécialistes. Une force solidaire plus importante. Voilà, et c'est ce qui nous permet de gagner du temps, de prendre des raccourcis et d'être présent sur un marché où finalement on était très peu présent. Et dans un monde où les choses évoluent très vite, on est très vite petit aujourd'hui face à des mastodontes qui sont vraiment très très gros. Et il fallait opérer en tous les cas une évolution et nous on a fait le choix de la diversification et très content d'avoir opté pour ce choix-là. Vous pouvez nous rappeler les différentes activités de votre entreprise, dans le domaine du bois toujours, mais il y a plusieurs paliers de la production à la vente, enfin. Oui, effectivement. Alors nous, à l'origine, mon papa était exploitant forestier, c'est lui qui a créé la scierie en 75, donc on a gardé l'âme de vrai forestier parce qu'on achète encore notre matière sur pied, on est encore des maquignons parce que ça se passe aux enchères, donc on achète notre matière première en Occitanie à 100%, on la transforme à la scierie. On sèche, on effectue beaucoup de prestations dessus, des divers traitements, des états, des finitions différentes. Sciage, le sciage. De A à Z, quoi. Alors ensuite, on fabrique des charpentes, qui est un métier qu'on a mis en place depuis 5 ans environ, ce qui nous permet de répondre à des demandes un peu précises de rénovation. Et par la suite, donc le sciage, le travail du bois, la charpente, on fait un petit peu de... on fabrique quelques tables un peu rustiques parce que ça reste notre métier. Et surtout, aujourd'hui, on transforme beaucoup de bois pour la vente en direct, que ce soit des tasseaux, des moulures, des petits produits et la quincaillerie qu'on ne produit pas bien sûr, mais qui est adossée uniquement à nos bois, si vous voulez. Vous n'avez pas été sollicité pour la restauration de Notre-Dame de Paris? Alors si, comme tous les... C'était réservé au mécénat peut-être? Voilà, comme tous les scieurs français qui ont été appelés en tant que mécènes, nous on n'a pas pu intervenir en tant que fournisseur de bois parce que Notre-Dame n'a utilisé que du chêne dans sa structure et nous sommes scieurs de résineux en n'ayant pas de chêne de qualité suffisante dans nos régions pour faire des sciages. Ce sont des gens, des régions proches effectivement de Paris. Voilà, on est intervenu en tant que mécène mais sans la fourniture de bois. Une chose qui m'a frappé, c'est que dans votre entreprise, vous ne parlez jamais de salariés, vous ne parlez que de collaborateurs. Ben, c'est signe une certaine confiance quelque part. Enfin, Oui, alors nous, on a grandi avec une empreinte familiale parce qu'on est 27 aujourd'hui dans l'entreprise. On est vraiment une très petite entreprise. Tous les matins à 7 h, c'est moi qui accueille toute mon équipe et c'est moi qui distribue le boulot pour la journée. Bien sûr, j'ai aussi des cadres dans mon entourage et puis mon frère aussi. Mais la partie production, c'est moi qui m'en occupe. Et ce que je veux dire, c'est que les hommes qui sont avec moi et les femmes, parce qu'il y a aussi des femmes plus qu'au bureau, puisqu'on en a à la production et c'est un réel plaisir de les avoir, sont des gens que j'ai embauchés, que je fais évoluer, que je forme et que je connais parce que suivant la mine qu'ont les gens le matin, je sais comment s'est passée leur soirée. Vous êtes en plus un peu psychologue. Alors c'est vrai que ce sont de véritables collaborateurs et que les gens chez nous, on a un turnover qui est vraiment infiniment faible parce que il se peut qu'on ait un échec un jour et on se remet en cause en se disant qu'on n'a peut-être pas été capable de trouver la bonne place à la personne. Mais en tous les cas, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours, de faire évoluer les gens, de les former, de les faire monter et de garder des compétences dans les entreprises. Il faut tirer tout le monde vers le haut pour que la boîte... C'est exactement ça, voilà. Vous avez déclaré aimer la coopération, travailler en groupe et partager. C'est autant de valeurs qu'on retrouve sur un terrain de rugby, ça, non? Oui, exactement. Ben pour moi, alors, Gédibois, c'est une belle histoire parce que justement, c'est une histoire de coopération, puisque c'est une forme de coopérative. Et du coup, on est tous actionnaires de notre petit système qui nous permet, tout en étant indépendant chez nous, bien sûr, parce qu'on reste totalement indépendant, d'avoir beaucoup de relations, et de mettre en commun et de mutualiser tous ces hommes, toutes ces femmes et surtout toutes ces idées qui nous permettent vraiment d'avancer. Voilà. J'ai lu quand vous avez posé la question au regard à la prise de risque que vous faites pour votre entreprise. On vous a demandé si vous étiez fou ou courageux. Est-ce que vous avez tranché la question là? Oui,
Oui, effectivement, je l'ai tranché et je pense qu'il faut un peu des deux. Il faut me plaire. Voilà. Mais quand même content de prendre les risques et d'être un peu fou parce que finalement, si on n'a pas un peu un grain de folie dans la vie, on ne fait pas grand-chose. Ou en tous les cas, on ne fait pas. Moi, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, même si la période économique est très difficile, je suis heureux maintenant de développer ce qu'on a mis en place et de prendre les risques et d'amener avec moi toute mon équipe parce que tous les matins, il y a un nouveau challenge et il faut se la donner. Voilà. Et justement, puisque vous évoquez le matin, quand vous démarrez la journée, qu'est-ce que vous dites? Quel est votre leitmotiv? Ben déjà, moi, ce que je dis c'est à mon équipe, c'est faites du mieux aujourd'hui. Alors, les problèmes, ils peuvent arriver, on ne sait pas les anticiper, on sait les gérer, bien entendu. Après, ben, il faut se battre pour que le résultat soit le meilleur à la fin de la journée. Voilà, on le résume à ça finalement. Quand nous avons préparé cette édition-là, je vous ai demandé quel était votre trait de caractère le plus marquant et vous m'avez dit je ne lâche rien, je ne trahis pas. C'est autant de qualités qu'on retrouve peut-être chez Lucas. Oui, bonjour. Oui, mais voilà, moi je pense que nous on a une histoire avec Carcassonne dans ma famille, donc j'ai jamais trahi Carcassonne et je suis pas prêt de le faire. On ne peut pas tricher sur le terrain non plus, ça se voit. Voilà, on ne peut pas tricher sur le terrain, donc voilà, il faut se donner à 100% et c'est vrai que quand on gère une entreprise comme ça, il faut savoir aussi faire ce qu'on fait nous sur le terrain, mais eux c'est plus compliqué à gérer encore. Donc Rémi, hormis l'important partenariat engagé par votre entreprise avec Carcassonne depuis plusieurs années, à titre personnel, vous êtes engagé dans les structures, dans le comité directeur Alors non, je ne suis pas engagé je participe à des réunions qui permettent justement d'essayer de mettre en exergue définir des stratégies et faire ressortir les points positifs de nos entreprises pour essayer de les transposer. C'est très intéressant. Je ne suis pas plus impliqué que ça parce que je le suis par ailleurs dans d'autres associations ou d'autres secteurs et qu'en plus le projet que je développe professionnel prend beaucoup de temps et surtout beaucoup d'énergie. Et il est difficile après comme je vous disais, quand on s'implique, il faut y aller. Voilà, on ne peut pas faire. Donc c'est pas l'envie qui vous manquerait, vous investir un peu plus, mais c'est le temps. Ah oui, tout à fait. Je me régalerai et pour le peu que j'apporte en tous les cas ou auquel je participe, je prends beaucoup de plaisir. Samedi donc, Inarbois sera le partenaire du match entre Carcassonne et Albi. Pourquoi avez-vous choisi cette affiche? Elle a un caractère particulier, si ce n'est que c'est la revanche de la dernière finale du championnat de France. Où vous avez un attachement peut-être particulier avec le Tarn, puisque nous sommes un peu limitrophes. Vous êtes au carrefour de Besançon, vous n'êtes pas très loin. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs attachements. Il y a effectivement que la finale qui a été disputée contre Albi. Merci Lucas d'ailleurs. Oui, merci Lucas, qui est à côté. On a un gros attachement au Tarn parce que c'est le département d'origine de mon papa et on y travaille beaucoup, on a beaucoup de clientèle et puis on ressent un état d'esprit dans le Tarn qui est quand même particulièrement agréable dans un monde un peu rural, un peu accrocheur, un peu travailleur et on s'y retrouve pas mal. Et donc votre société est également le partenaire du maillot de Lucas. Oui. Pourquoi ce choix de Lucas? Alors, écoutez, Lucas, pour moi, il représente, il donne une image, en tous les cas, il est vecteur de ce qu'on peut... le côté terroir, l'engagement, le côté terroir, les racines. Voilà, les racines. Puis Lucas est un chasseur en plus et on aime le monde de la chasse. Je sais pas. Vous avez entrepris une discussion non, tout à l'heure? Oui, un petit peu. On vous laissera la poursuivre tout à l'heure. Il faut faire attention avec des journalistes parce que rien ne passe inaperçu. Tout au moins, vu la qualité de ses prestations, vous ne devez pas regretter l'investissement. Non, mais écoutez, en tous les cas, je n'ai pas eu l'occasion de le lui dire, mais à chaque fin de match auquel je participe, j'essaie de dire un petit bonjour aux joueurs sans trop m'interposer. Et je dois dire que c'est toujours un très agréable moment pour moi parce que c'est un moment d'échange, un petit mot, et je trouve des gens qui sont sensationnels et qui ont un état d'esprit dans lequel je me retrouve. Et effectivement, à chaque fin de match, je dis un petit bonjour à Lucas, une photo de temps en temps. Il y a toujours un sourire, même si le match a été rude. Mais il y a toujours quelque chose qui passe. Et ça, c'est vraiment très agréable. C'est quelque chose qui me motive aussi dans l'esprit du partenariat. Voilà. C'est vrai.
En plus, il est voyant, donc pour la pub, c'est pas plus mal. Voilà, c'est pas mal. C'est un bon cheval que j'ai choisi. Voilà. Bon, Lucas, en préambule, je voudrais vous demander la mésaventure qui est arrivée au jeune Paul Galli, là, qui est âgé de 17 ans, qui est stagiaire de votre équipe, donc, malgré son jeune âge, et qui devait faire ce grand début en Super 13, donc à l'occasion de la réception de Toulouse, et qu'elle a été empêchée pour une histoire de règlement parce qu'il n'était pas surclassé ou je ne sais pas quoi. Est-ce que vous en savez un peu plus là-dessus? Une décision, il était prêt, moi je l'ai vu, il était en chauffement. Et le pauvre garçon, on y a dit, bon, mais tu vas pas jouer parce que... Voilà. C'est quand même triste dans notre rugby d'en arriver là, de pénaliser un gamin de 17 ans qui va faire ses débuts, ou c'est qu'il est annoncé partout. Ses parents, je me doute qu'ils devaient attendre ça, et lui aussi. Et puis à la fin, on va nous pondre que, je ne sais pas exactement l'histoire, je ne la connais pas, il y a un surclassement qui n'a pas été fait. Oui, il fallait déclarer le surclassement, je crois, et la décision n'était pas arrivée dans les délais. Donc moi je trouve ça dommage, parce qu'on se met des bâtons dans les roues un peu tout seul, parce qu'au final, l'avenir c'est les jeunes qui montent, donc si on commence à dégoûter un peu les jeunes, ils vont jeter l'éponge aussi, et après on se plaindra parce qu'il n'y a pas assez de joueurs français, mais bon, moi c'est vrai que ça nous a un peu écœuré, on était dans le match nous, donc bon, sur le coup on n'y a pas fait qu'à... On est allé voir Paul, on y a parlé un peu, on y a dit chacun un petit mot, et voilà, mais bon, le pauvre garçon était désolé, enfin, il était dégoûté de pas jouer. Compte tenu de ses aptitudes, ce ne sera que partie remise de toute manière. Oui, voilà, c'est ce qu'on a dit, on a dit aujourd'hui, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, et voilà, il faut que tu t'accroches, que tu continues, et tu y es pour rien malheureusement, mais voilà, il faut que tu continues à travailler. Donc revenons sur ce match de Toulouse, là, dont nous avons les images derrière. Il y a eu une entame phénoménale, comme vous souhaitiez la réaliser d'ailleurs, parce qu'il y a un moment que vous aviez quelques petits soucis aux entames, vous aviez décidé de vous concentrer sur le sujet. Vous avez marqué 4 essais en 11 minutes, et Toulouse, pendant ce temps-là, n'a pas touché une fois le ballon, je crois, si je ne me suis pas trompé. Oui, voilà, dans votre longue carrière, est-ce que ça vous était déjà arrivé de vivre un moment comme ça? Non, de marquer aussi rapidement, non. Mais on avait à cœur de quand même bien commencer un match, parce que c'est choses qu'on ne fait pas en temps normal. Donc là, vraiment, on s'était tous dit. Et puis, parce que le dire, c'est une chose, le faire, c'en est une autre. Donc on a réussi à le réaliser. Et je pense qu'on a vu vraiment... On a ressenti les qualités de l'équipe dans ces 11 premières minutes, et qu'on pouvait être très dangereux et marquer beaucoup de points en peu de temps. Votre équipe est donc toujours invaincue au bout de 8 journées de compétition, enfin 9, puisqu'il y a eu un coup où vous étiez exempt. Cette équipe tourne bien, il n'y a qu'à voir les résultats, il n'y a qu'à voir la façon dont elle joue. S'il y avait un seul petit point qu'il vous faudrait travailler, ce serait lequel pour vous? Un seul petit point, il y en a toujours des points à travailler, mais oui, peut-être voilà, être plus sérieux à des moments du match, parce que bon, souvent on a le score, puis on se repose un peu sur les lauriers, et là voilà, le match s'inverse un peu. Bon, on arrive toujours à s'en sortir, parce que à un moment donné, on sait mettre le coup de collier quand il faut, mais voilà, je pense qu'il faut essayer de rester sérieux et de faire un vrai match sérieux pendant 80 minutes pour voir ce que ça donne exactement. Bon, on voit bien qu'on a quand même un Super 13 qui est un peu à deux vitesses, parce qu'il y a les équipes de tableau, donc comme les vôtres, et puis en dessous, on voit que c'est plus compliqué. Est-ce que pour des équipes justement comme les vôtres, qui tournent beaucoup, est-ce que des fois les faiblesses, j'allais dire, d'opposition ne vous pénalisent pas dans ce que vous voudriez entreprendre? Parce que quand ça tape 4 dimanches de fil, le 5e on est prêt. Alors que quand c'est plus facile, on passe par des pics de... Après, oui, voilà, peut-être ça y joue un peu, mais je pense qu'on a un staff qui est assez... un staff qui est capable de nous vraiment de nous tirer de vous garder sous pression. Et de nous garder sous pression. Et nous, joueurs, on sait très bien qu'il faut s'entraîner très dur et tout ça pour préparer des gros matchs. Là, on a une grosse semaine à venir, on reçoit Albi, donc je pense que voilà, on va vouloir mettre des intentions sur ce match, et eux aussi, je pense. Voilà, si vous le voulez, justement, nous allons passer en revue les résultats de cette 9e journée, les autres résultats donc. Albi, qui semble retrouver des couleurs après une passe délicate, a engagé une seconde victoire consécutive à Limoux, donc 10-8, un petit score. Ça peut être un grand match, mais pour Albi, je pense que l'essentiel est acquis. Ils avaient besoin de retrouver une confiance, notamment peut-être avant de venir à Carcassonne. Ce sera en partie peut-être chose faite, même si le spectacle n'a pas été exceptionnel. Quand même. Oui, voilà, c'est sûr qu'Albi, ils ont passé une mauvaise passe, on va dire, entre guillemets. Puis là, bon, voilà, une victoire à l'extérieur à Limoux, c'est jamais facile de gagner à Limoux, on le sait.
Et puis je pense qu'ils avaient besoin de ça pour se rassurer. Ils avaient quelques joueurs blessés aussi, donc je pense que c'est une équipe que voilà, il faut se méfier. Elle est pas, il y a beaucoup de qualité dans cette équipe, donc c'est un match qu'il va falloir prendre au sérieux. Par contre, bon, Limoux rechute. Il s'était un peu refait la cerise le week-end précédent en disposant de Lézignan dans le derby, assez facilement d'ailleurs. Et puis de nouveau, ils se retombent dans leur travers, beaucoup de fautes de main. Voilà, une défense, bon... Après, c'est des détails qui peuvent se régler ça, à l'entraînement. Et puis voilà. Puis je pense que il faut se mettre tous en confiance. Il y a beaucoup de jeunes qui rentrent. Ça rentre, ça sort. Vous avez un effectif qui tourne davantage voilà, que le vôtre. Ça tourne vachement beaucoup et ça, les habitudes entre joueurs, quand on joue à côté tous les dimanches et que ça ne change pas, c'est sûr qu'on a des automatismes qu'on ne retrouve pas si ce n'est pas le même joueur. Donc voilà, après je pense que c'est pareil, c'est une équipe, il y a Santo qui vient d'arriver, donc faut que ça va tourner un peu autour de lui, je pense. Donc, il l'avait replacé en demi, là. Voilà, ils l'ont mis en demi, oui, c'est un choix du coach. C'est pareil, quoi. Ça reste un joueur dangereux et donc qu'il faudra se méfier à l'avenir. Lézignan s'est bien repris, donc après son échec à Limoux, ils ont disposé de Saint-Gaudens. Après une première mi-temps compliquée quand même, puisqu'ils étaient maintenant à la mi-temps, je crois. Hein. Oui, voilà. Mais ça prouve que l'équipe a des ressources mentales, puisqu'ils sont allés chercher une victoire qui était compliquée quand même. C'est ça, mais maintenant on retrouve dans le Super 13 de cette année des équipes quand même qui se sont bien étoffées, Saint-Gaudens, Villefranche, Villeneuve, qui ont fait des bonnes recrues, qui ont fait une bonne intersaison d'après moi, et puis voilà, le niveau augmente petit à petit, donc et même nous on le sent le dimanche, donc chaque match, il faut le prendre au sérieux, sinon les autres équipes sont là pour gagner aussi, hein, donc voilà. Ensuite, Villefranche, que vous avez évoqué, là, poursuit sa bonne série, puisqu'ils ont disposé de Villeneuve, 30-22, et ils remontent surtout à la 4e place au classement. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un promu en aussi bonne situation, quoi. Oui, voilà, Villefranche, des années avant qu'ils étaient à haut niveau, on savait très bien que c'était une équipe qui était dangereuse et qui a eu toujours de très bons étrangers. Donc je pense que la mayonnaise a bien pris et aujourd'hui c'est une équipe qui sera très compliquée à gagner chez eux et en déplacement pareil, ils viendront avec des intentions comme les autres équipes et puis en plus eux c'est les promus comme vous dites, mais voilà, ils se disent ça, on n'a rien à perdre et puis ils jouent bien, c'est bien d'avoir des petits entre guillemets qui montent et qui arrivent. Ça régénère un petit peu voilà, ce qu'on voyait un peu trop. Ça change un peu le classement, ça chamboule un peu tout. Il ne faut pas se reposer sur les lauriers, comme je disais tout à l'heure, parce que ça pousse derrière et il ne faut pas laisser la place. Et puis enfin, Saint-Estève s'est imposé à Pia 24-22. Au coup d'un derby qui a été assez disputé, la preuve, puisque le résultat. Par contre, les Baby Drax consolident leur seconde position au classement. C'est logique. Oui, c'est logique. Hein. Nous, Pia se renforce encore, mais aussi ils ont du mal à trouver la bonne carburation. Pia se renforce, voilà, mais Saint-Estève a une très bonne équipe. Ils ont beaucoup de joueurs qui s'entraînent avec les Dragons toute la semaine. Donc je pense que voilà, à force ça va porter ses fruits. Ils avaient montré contre Carcassonne ailleurs que... Ils ont gardé Thibaut Margalet qui est un taulier devant. Qui est capitaine aujourd'hui et voilà, donc il amène tous ces jeunes parce qu'il a joué à haut niveau lui aussi, donc je pense qu'il y a vraiment une belle équipe cette année à Saint-Estève. Dans l'équipe élite, vous recevez Albi donc, samedi à 16h, vous, à Domecq, les U19 c'est à 14h, donc. Ce sera la revanche de la dernière finale du championnat. Donc on l'a dit, les Tarnais aussi ont beaucoup recruté pendant cette intersaison et continuent à le faire d'ailleurs, hein. Donc c'est peut-être ce qui pourrait expliquer aussi le manque peut-être de carburation. Ils ont eu du mal aussi à trouver la charnière, à définir ce qu'ils allaient faire exactement à ce niveau-là. Voilà, il y a le jeune Rostand. Il fallait remplacer Elec aussi. Bon, c'est vrai que dans le système, c'était... Il y a le jeune Rostand qui est arrivé à l'arrière, donc voilà, il faut prendre les automatismes avec les demi, avec Brad Wall et Tony Gigot, donc c'est pas tout à fait pareil. Et puis c'est un joueur qui est jeune, donc il faut qu'il se fasse dans cette équipe. Et voilà, après, bon, on connaît tous la force de leur pack aussi. Mais oui, ça prend pas, comme je dis, il suffit d'avoir 2-3 blessés des fois, et puis l'équipe c'est pas la même, et puis ça tourne, donc faut se méfier de cette équipe. Ce qui n'est pas le cas de Carcassonne pour les blessés, puisque Fred me disait qu'à ce jour,
l'effectif est au complet. Voilà, là on est au grand complet, quoi, donc c'est pas mal. Ça veut dire qu'il y a du bon boulot de Quentin Raghini, du préparateur physique. Et voilà, on sait se reposer, on sait bien travailler, donc je pense que ça c'est très bien géré et ça se ressent de saison en saison. Que pensez-vous des arrivées de Michael Goodman et d'Éloi Pellissier en Super 13? Michael, j'étais avec lui quand on a fait l'équipe de France à Domecq ici, là. Et voilà, donc il est très content de venir ici. Puis je pense que c'est un joueur de qualité. Il est capable de faire des passes, il est dur au contact et je pense qu'il va mener quelque chose dans cette équipe d'Albi. Et Éloi, il sera là, vous pensez, ce week-end? Oui, je pense qu'il va jouer, oui. Et Éloi Pellissier, voilà, je pense que c'est... Enfin, tout le monde le connaît maintenant, il a une grande carrière professionnelle et puis il vient encore jouer en Super 13, il est toujours en forme, il s'entraîne tout le temps aussi dur, donc ça va amener du peps dans l'équipe de Pia. Donc après 14 matchs disputés sous le maillot d'Halifax, Clément Moyer signe son retour à Carcassonne. Bon, c'était un peu attendu, hein. On savait que s'il revenait en France, ce serait sûrement à Carcassonne. Mais ça fait plaisir de le revoir parce que c'est un joueur qui apporte quand même beaucoup à l'effectif. C'est un pilier, sûrement un des meilleurs du Super 13, toujours. Voilà, il a fait une très grosse saison l'année dernière. Donc oui, c'est sûr qu'on est très content qu'il re-signe avec nous. Ça va encore étoffer notre pack qui est déjà costaud et qui va l'être encore plus. Et avec des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont joué à haut niveau. Donc, les places vont être chères. Hein. Les places vont être chères, voilà, et ça fait du bien un peu à tout le monde, ça fait la concurrence, tout le monde s'entraîne un peu plus dur et du coup, voilà, c'est chaque semaine, le coach se gratte un peu la tête et c'est ça, c'est le but, nous joueurs, de faire gratter la tête au coach, sinon ça serait trop facile. Vous avez évoqué tout à l'heure l'équipe de France, donc vous aviez été retenu dans le groupe des 29 qui devait préparer les matchs pour la Coupe du Monde et puis finalement vous n'avez pas été retenu. Comment avez-vous vécu cette séquence, j'allais dire? Mais en fait, c'est... Parce que vous étiez donné partant. Je devais jouer contre le Pays de Galles. Oui, puis les Gallois ont porté réclamation contre moi parce que j'étais dans la liste des 29 au lieu d'être dans la liste des 22. Ah bon? Donc il y a une histoire pareil, un peu comme Paul Galli, quoi. Ça tenait pas debout, mais bon, ce qui est sûr, c'est que si j'avais joué le match contre les Gallois, ils portaient réclamation. On avait un match perdu, donc pas de qualification pour la Coupe du Monde. Et le lendemain, j'étais obligé de jouer avec mon club, donc contre Saint-Gaudens. Oui. Sinon c'était pareil, la France pouvait avoir un match perdu, donc à cause de moi qui avait rien fait, mais bon. Qu'en est-il de vos ambitions internationales? Moi, intact, ça a toujours été comme ça, surtout maintenant avec Laurent Fressinos qui est un très bon entraîneur qui m'a fait faire mes débuts en Super League et avec qui j'ai de très bonnes relations. Donc moi c'est oui, voilà, l'objectif c'est simple, c'est la Coupe du Monde et rester toujours en équipe internationale. En conclusion, Rémi, quelle question vous aimeriez poser à Lucas? Alors je ne sais pas quelle question je pourrais lui poser parce que il s'est déjà beaucoup exprimé. Moi, la simple chose, c'est que je suis content de participer à une émission comme celle-ci, aux côtés de Lucas, qui me donne une belle leçon de 13 et d'organisation et de vision. Nous, on a dans notre jargon, comme beaucoup, mais chez nous, ça a encore plus de sens. Quand on veut quelque chose, qu'on espère, on dit on touche du bois. Alors moi, ce que je pourrais dire à Lucas et à l'équipe, c'est que pensez que vous avez un partenaire sponsor qui est dans le bois, toucher du bois, ça ne peut que vous porter chance. Il n'y a qu'à le voir. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est sur cette belle note que se termine cette émission. On vous dit un grand merci d'avoir souhaité y participer. Un grand merci à vous donc, et nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à y participer que nous à la préparer. Hein. Nous vous souhaitons à tous donc d'excellentes fêtes de fin d'année, puisque maintenant nous nous retrouvons l'an prochain. Ce sera le jeudi 9 janvier à 20h30 sur notre chaîne YouTube, toujours pour de nouvelles aventures en jaune et noir. Bonsoir. Merci. Merci et bonsoir.